Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de retrouver Mao et le clan des louves, épisode 3. Et toi, est-ce que tu es connu comme le loup blanc? Est-ce que tu as déjà eu une faim de loup? Est-ce que tu sais marcher à pas de loup? T'es-tu déjà promené entre chien et loup? Comme tu le vois, cet animal est présent dans bon nombre de nos expressions. D'ailleurs, l'expression « à la queue leu » vient de l'ancien français. Le veut dire loup et à la queue leu désigne la manière dont se déplacent les loups. Alors si tu veux en savoir plus sur tout ce qu'on raconte sur ces animaux, tu trouveras tes réponses au musée du loup dans le Finistère. En attendant, apprends à hurler à la lune comme un loup aux côtés de Mao. Bonne écoute! Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux. Par-delà les murailles de la ville s'étend une forêt. Et comme toutes les forêts, elle est peuplée d'ombres, de secrets et de créatures mystérieuses. Mais n'ayez crainte, car à cœur vaillant, rien d'impossible. Un petit museau tiède vient se poser sur la joue de Mao. Elle ouvre un œil et tend la main en direction du museau. « Ça va, Trèfle ?» murmure-t-elle en passant ses doigts dans l'épaisse fourrure du jeune loup. Trèfle mordit affectueusement ses doigts et lui répond par un grognement. Mao se relève. Dans la grotte autour d'elle, la meute de louves et de loups se réveille doucement. Une louve se rapproche d'elle et lui lèche la main. Mao baisse la tête en signe de respect. Cette louve, c'est Lune, la chef de la meute. Avec Pluie, ils forment le couple dominant. Ce sont eux qui dirigent la meute. Le couple décide de tout et chacun des 8 autres loups et louves leur obéit à la griffe et à l'œil. Voilà plusieurs semaines que Mao vit parmi la meute. Sa blessure a guéri et elle ne garde plus qu'une cicatrice sur son pied. Les loups se sont occupés d'elle comme de l'une des leurs. Ils lui ont tenu chaud pendant les nuits fraîches avec leur épaisse fourrure. Elle a passé beaucoup de temps à observer chacun des membres et la façon dont les loups se comportent et communiquent. La vie de la meute tourne autour des chasses et de l'élevage des petits. Trèfle et ses 2 sœurs ont bien grandi et ne sont plus des petits louveteaux. Ils participent désormais aux jeux et aux chasses et se plient aux règles de la meute. Ils lèchent souvent le museau de Lune et de Pluie en signe de respect. Le jour s'éteint doucement et le crépuscule glisse d'arbre en arbre pour s'étendre dans chaque recoin de la forêt. Mao cligne des yeux. Les loups chassent au coucher du soleil et leur vue dans l'obscurité est bien meilleure que la sienne. Mais au fil des jours, ses yeux se sont adaptés à la pâle lueur de la lune, et elle arrive désormais à se repérer dans la forêt à la nuit tombée. Il faut dire qu'elle connaît maintenant très bien cette partie de la forêt. Chaque arbre, chaque buisson, elle sait où poser les pieds. Pluie sort de la grotte et se lèche la patte. Il pointe son long museau vers le ciel, et un long hurlement sort de sa gueule. Mao pose ses 2 mains autour de sa bouche et hurle à son tour. Toute la meute s'y met et les cris résonnent au plus profond de la forêt. Mao aime que les loups chassent tous ensemble. Peu importe qu'ils soient mâles ou femelles, chacun a sa place dans la meute et participe aux chasses et aux jeux. « Allons-y, que la chasse commence !» s'écrie Mao en empoignant sa lance. Elle l'a fabriquée avec un caillou acéré et elle lui permet de prendre part à la chasse. Les louves et les loups se mettent à avancer en direction de la rivière. Lune et Pluie trottent à l'avant de la meute. Mao sait aussi pourquoi Lune et Pluie ont choisi de se diriger vers la rivière. À cette heure, les animaux de la forêt viennent s'y abreuver avant la nuit. Soudain, au détour d'un buisson, juste sous un arbre, elle aperçoit un morceau de gibier accroché à une corde. Elle fait claquer sa langue, et aussitôt les loups s'arrêtent. « C'est une patte de cerf, et ça m'a tout l'air d'être un piège. Ah, les maroufles! Ils ont cru nous avoir, mais on est bien plus malins. » La meute de loups lui répond par un grognement. Elle s'approche du morceau de viande et le détache prudemment avec la pointe de sa lance. La corde forme un cercle et Mao sait ce que ça signifie. C'est un piège à coller.
Un loup affamé, reniflant l'odeur du gibier, passerait sa tête dans le cercle pour attraper la patte du cerf, et aussitôt le nœud se serrerait autour de son cou. Mao jette la viande en direction de Lune et de Pluie, et ces derniers n'en font qu'une bouchée. Les autres devront attendre la chasse pour manger, c'est la règle. Mao grave du bout de sa lance une tête de loup sur l'arbre. C'est devenu son signe. Les loups de la meute marquent leur territoire en urinant sur les arbres. Elle grave des têtes de loup dans le bois ou sur la pierre. La meute reprend sa route et s'approche du courant. Lune s'arrête, les oreilles dressées. Mao tend l'oreille, mais elle sait que les loups et les louves entendent beaucoup plus de choses qu'elle. Trèfle vient frotter sa truffe sur le bout de son nez et Mao comprend. Plusieurs animaux sont en train de boire dans la rivière. La meute avance, tapis sur le sol. L'automne a semé ses feuilles mortes partout, et le moindre craquement de feuilles pourrait faire fuir leur proie. Mao avance d'un pas de plume. Cachée derrière un arbrisseau, elle aperçoit une famille de sangliers qui est en train de boire dans la rivière. Mao se fait la plus petite possible et pointe sa lance dans la direction du plus gros sanglier. D'un geste vif et précis, elle la jette. La pierre aiguisée fend l'air, mais le sanglier l'entend. Il fait un bond de côté et l'évite. Une fraction de seconde. Le temps est comme suspendu au-dessus du torrent. Puis Lune et Pluie se jettent sur les sangliers. Ceux-ci grognent et se dispersent dans les buissons alentours. La traque commence. Les loups sont plus rapides, mais ils doivent faire attention aux défenses acérées des sangliers. Trèfle et ses sœurs attrapent 2 jeunes sangliers, tandis que Pluie et Lune se jettent sur le plus gros. D'un coup de lance, Mao s'occupe du dernier marcassin. Seul l'allée parvient à s'enfuir. Un bref hurlement, et le dîner est prêt. Les loups se mettent à manger. D'abord Lune et Pluie, et ensuite le reste de la meute. Mao attend patiemment son tour, puis elle découpe un beau morceau de viande qu'elle fourre dans sa besace. De retour à la grotte, elle le fera cuire dans les braises avec les champignons et les racines qu'elle a ramassés hier. La meute rassasiée se repose un moment avant de retourner à la grotte. Trèfle mordit joyeusement les oreilles d'une de ses sœurs, et Mao lui gratte l'échine. Mais alors que le clan s'apprête à quitter la rivière, Lune dresse les oreilles et tourne la tête en direction d'un grand saule qui borde le courant. Mao s'approche de l'arbre et lève la tête. Perché sur la plus haute branche, un garçon aux longs cheveux flamboyants les observe. Mao se met à gronder et les autres loups l'imitent. Elle agite sa lance en direction du garçon. Palsambleu, bleu, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es venu nous espionner, nous piéger, nous chasser. Tu viens du village. Ce sont ces vils chasseurs qui t'envoient, hein? Réponds, le gueux. Le garçon effrayé se met à bafouiller. Non, pas du tout. Je me suis perdue dans la forêt. Mais je ne viens pas du village, non. Je viens de la clairière. De la clairière? Quelle clairière? La clairière aux sorcières. Des sorcières? Par la barbe de Saint-Eustache, quelle chanson me chantes-tu donc là? Alors, déjà, je ne connais pas Monsieur Eustache. Et puis, ce ne sont pas des balivernes. J'habite la clairière aux sorcières, avec toutes les sorcières de la forêt. Mais je me suis perdue en remontant la rivière et en cherchant de l'érissimum. C'est une plante magique. Mao se gratte la tête. Ce garçon l'intrigue. Elle fait signe au loup de s'écarter pour le laisser descendre de l'arbre. Merci, fait le garçon en se laissant glisser du tronc. Je m'appelle Leslin. Et toi? Mao. Et tu vis avec des sorcières pour de vrai? Oui, mais ce sont juste des femmes qui ont été chassées ou qui se sont enfuies du village. Elles ne jettent pas de sorts, mais elles connaissent toutes sortes de plantes et de potions. Et tu n'as pas peur? Regarde-toi, tu es entouré de loups. À ton avis, c'est qui les plus dangereux? Mais les loups ne sont pas dangereux, ils sont très affectueux. Ah bon? Même le gros là-bas qui me regarde en retroussant ses babines, parce qu'il me fiche une sacrée frousse. C'est Pluie. Toutes les personnes qu'il voit veulent sa peau et le chassent. C'est lui qui a peur de toi. Moi, c'est différent. Je fais partie de la meute maintenant. Les loups m'ont adopté. Viens, asseyons-nous. Mao se retourne vers la meute et s'assoit sur le sol pour leur montrer qu'il n'y a pas de danger.
Puis elle échange quelques grognements avec l'une et elle lui lèche le museau. Les loups quittent la clairière. Leslin est fasciné. Mais, tu leur parles? Tu les comprends? Mao hoche la tête. Viens, essayons de te ramener chez toi. Si nous descendons la rivière, nous allons bien finir par la trouver, cette clairière. Les deux enfants s'enfoncent dans la nuit. Mao marche devant de son pas alerte de louve et Leslin se glisse derrière elle en fredonnant une chanson de sorcière. Les étoiles qui se reflètent dans la rivière les guident de leur lumière argentée. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Contée, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. D'ailleurs, suite à un appel à projet pour ONU Femmes France Génération Égalité auquel nous avons répondu, le podcast Envolée Contée est l'une des initiatives retenues. Maintenant, nous avons besoin de récolter un maximum de voix pour recevoir le prix du public et continuer à créer des histoires audio pour les enfants. Alors retrouvez le lien en description de l'épisode pour voter Envolée Contée. Merci beaucoup et à bientôt.